Alors vous voyez que le titre de ce petit exposé est non seulement le baron Saint-Luc et les écoles Saint-Luc, et le sous-titre est un art catholique ultramontain, gothique et national. Et on a là en fait les trois ingrédients de ce qui va devenir un paradigme en Belgique, et qui va devenir le paradigme de l'architecture religieuse à partir des années 1860, et certainement à partir des années 1880, lorsque le Parti catholique prendra le pouvoir et le gardera une majorité absolue de 84 à 1914, et tous les bâtiments officiels vont être réalisés dans ce style par des artisans et des architectes formés dans ces fameuses écoles à l'idéologie diffusée par le baron Béthune, idéologie dont nous verrons l'origine, que l'origine est anglaise auprès de Pugin. Alors ceci est la structure de ce petit exposé. Nous verrons d'abord très brièvement ce qu'était le néogothique en Belgique avant que ne sévisse le baron Béthune, puis rapidement nous rappellerons qui était Pugin et quelle était la teneur de son idéologie qui était plus qu'esthétique et artistique. Ensuite, l'œuvre du baron Béthune nous retiendra un peu plus longtemps. Nous verrons les épigones du baron Béthune, c'est-à-dire le premier cercle de ses successeurs, ou de ses élèves, de ses disciples plutôt. Et enfin, nous terminerons avec le mouvement des écoles Saint-Luc. Le néogothique en Belgique démarre vers 1830, indépendance nationale, recherche d'une nouvelle identité, intérêt pour un passé et une histoire d'un pays qui n'en a pas, qu'il faut donc écrire. Et c'est ainsi que, comme en France, cette première génération de néogothique, c'est un style dit troubadour, où l'on habille des bâtiments aux allures néoclassiques, comme au-dessus à droite le palais épiscopal de Gand, on les habille avec des arcs brisés, des pinacles et d'autres vocabulaires formels retrouvés dans le Moyen-Âge. Mais pour le reste, c'est un néogothique qui est très blanc, comme vous le voyez, et qui est très classique dans son esprit. D'autres exemples, de nouvelles paroisses urbaines à Gand, ville riche, où interviennent également de nouveaux matériaux, comme la fonte, l'église à gauche au-dessus a une structure en métal, ou alors ce néogothique extrêmement bavard, qui multiplie des pinacles, des faux arcs-boutants. Enfin, vous connaissez ce style-là. Mais il est important d'avoir ceci en tête pour comprendre ce qui va suivre, parce que ce qui va suivre, précisément, non seulement prend une distance par rapport à tous ces autres styles éclectiques comme Notre-Dame-des-Anges que nous avons vu ce matin, mais également par rapport à ce néogothique mal compris, à ce néogothique qualifié de faux ou de pas authentique, et donc dans lequel rien de vrai ne peut se développer. Et cette idée-là vient, dans le monde catholique, de Augustus Welby Northmore Pugin, vous dites Pugin, je crois en France, né en 1812, mort en 52, donc quelqu'un qui a vécu une vie extrêmement brève, qui a peu construit, qui a beaucoup écrit, et qui a influencé beaucoup plus qu'une génération, puisque son influence a couvert tout le XIXe siècle, et surtout est universelle. Il associe des vrais principes, donc la notion de vérité, qui est une notion morale, la notion artistique, d'art gothique, pointed architecture, et une dimension religieuse qui est celle du christianisme. Donc il associe trois ingrédients, et nous allons voir ce qu'il en fait. Alors, avant de voir ce qu'il en fait, le livre de droite est une traduction en français des vrais principes de Pugin, traduction qui a eu lieu et qui a été publiée à Bruges en 1850, parce que Bruges était une ville avec une colonie anglaise importante de catholiques anglais vivant à Bruges, et Bruges était vraiment l'interface entre le continent et l'Angleterre. Vous imaginez que tous les Anglais qui faisaient le grand tour arrivaient à Ostende, puis passaient par Bruges, et ensuite se diffusaient à travers l'Europe. Donc ceci est un ouvrage clé, et ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, Viollet-le-Duc publie en France son célèbre dictionnaire. Ce dictionnaire en Belgique aura beaucoup moins de succès qu'en France, notamment auprès des Béthunes qui ne voulaient pas en entendre parler, et parce que le néogothique de Viollet-le-Duc, il est rationnel et il est laïque, alors qu'ici, il y a une autre vision du monde qui est sous-jacente, et la vision du monde sous-jacente, elle est précisément ultramontaine et chrétienne. Alors, Pugin fonctionne par contraste, c'est une méthode que les publicitaires utilisent toujours aujourd'hui, donc il est très visuel, il utilise des images, et il compare ce qui est bon et ce qui est mauvais.
vous aurez vite compris, ceci c'est des églises néogothiques mauvaises, hein, ce sont des petites boîtes avec une façade démonstrative, et donc c'est une mise en scène, c'est du théâtre. Donc ça ne peut pas être bon, ça ne peut pas être vrai. Il n'est pas possible de développer une foi sincère et une foi vraie dans un bâtiment qui soit un mensonge. Donc, il faut développer un gothique qui soit vrai, de manière à ce que la foi des gens qui pratiquent dans l'édifice en question soit une foi authentique, soit une foi vraie. Donc, nous avons de nouveau ces trois aspects de foi de vérité et d'art gothique, qui est le seul art qui convient à la religion. Donc, vous voyez ici, de nouveau, comparaison d'une de ces églises en style troubadour, avec une façade et puis une boîte derrière, et une vraie église néogothique, où il y a d'ailleurs des foules qui viennent, alors ici il n'y a plus personne, et avec une grande tour, une visibilité, de la pierre, donc pas de la brique enduite, des vrais matériaux, une vraie architecture. Bon, je passe un peu plus loin, ça c'est une de ces fameuses comparaisons à propos d'intérieur, puisque la notion d'art décoratif est indissociable de celle de l'architecture. Pugin a quand même conçu tout l'intérieur du Parlement de Westminster, donc c'est aussi quelqu'un qui, surtout quelqu'un, un décorateur, et là aussi la comparaison avec un intérieur sincère, archéologiquement néogothique, donc fondé sur une connaissance archéologique des sources du Moyen-Âge, et ceci un intérieur victorien fantaisiste. Alors disons aussi que Pugin et à sa suite Béthune est un anti-moderne, donc il est opposé à l'utilisation du fer notamment, et ceci est un beau détail où il compare une modénature de nervure en fer, qui est creuse et qui a un profil plat, flasque, alors qu'une modénature de nervure en pierre, a des tores, a des cavets, a du volume, et elle est vraie et elle supporte une vraie voûte. Donc elle n'est pas suspendue à une charpente métallique. Alors voici l'homme, à différents moments de sa vie, ainsi que la couverture d'un ouvrage biographique, mais qui en fait est hagiographique, écrit par Jules Helbig et publié en 1906, grand ouvrage, grande monographie, qui est en fait la seule monographie qui existe jusqu'à présent sur le baron Béthune. Alors vous voyez aussi au-dessus à gauche, sur un tableau, sur un triptyque tout à fait médiéval, dans le style des primitifs flamands, où il est à gauche Saint Jean-Baptiste, et alors son épouse, Van Outrive, et sa sainte patronne, de part et d'autre de la Vierge. Donc on est là je crois que c'est très important pour comprendre aussi l'attitude de cet homme qui était un artiste profondément, était un chrétien profondément, et a dévolu toute sa vie à cet art chrétien. Il n'a jamais été payé pour quoi que ce soit. Donc il travaillait pour rien, c'était une vocation, il n'avait pas besoin de travailler, donc c'était une vocation que de s'engager dans cette croisade de reconquête de la société, d'une société qui changeait puisqu'on est au XIXe siècle, l'aristocratie d'Ancien Régime a perdu ses droits, et puis cette société en Belgique est industrielle très tôt, comme dans cette région-ci, et on voit les nouveaux grands défis, notamment les défis sociaux, et Béthune va s'engager, va militer, va s'engager entièrement pour cette cause, comme un chevalier du Moyen-Âge dans un nouveau monde. Alors, une des premières commandes qu'il va avoir est une commande de la part du baron Van Kaloen, vieille famille brugeoise, qui construit à l'extérieur de Bruges, à Lopem, un château, et qui s'adresse à Pugin pour construire ce château. Vous voyez, on est en 1847, Pugin vit encore, plus tard son fils va reprendre le relais, et Pugin va chercher un correspondant en Belgique, et comme il connaît Béthune, ils vont décider de travailler ensemble. Alors, ceci a fait l'objet d'une belle monographie, il y a un livre très fouillé sur le château de Lopem, qui est une œuvre d'art totale, dont Béthune a conçu absolument tout, du château jusqu'à la plus petite pièce de la vaisselle. Donc c'est une œuvre d'art totale pour une famille qui avait une identité extrêmement explicite, comme vous le voyez sur la composition de la façade en style brugeois en briques, avec les éléments en pierre, sont les armoiries sur la tour, donc un symbole de noblesse explicite à l'entrée du bâtiment, ainsi qu'une chapelle qui est en pierre, qui saille sur la façade en briques et qui exprime très clairement l'identité catholique et ultramontaine des propriétaires. Lorsque l'on compare les premiers projets dessinés par Pugin avec ce qui est réalisé,
on se rend compte du glissement opéré par Béthune par rapport à la référence puginesque anglaise. À savoir qu'il ne va pas toucher au concept du château, mais il va en traduire le langage formel de ce style anglais typique de Pugin que nous connaissons, qui utilise la pierre essentiellement, vers une architecture qui est brugeoise, qui est en briques, et dont la référence n'est pas le XIIIe siècle de Viollet-le-Duc, mais le XIVe, ou plutôt même le XVe siècle flamand. Donc ça, c'est ça qui va devenir le paradigme. On se comprend bien, le mot flamand, à l'époque, signifie en fait belge. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que ce mot va changer de sens, et d'ailleurs, comme vous le savez, il change de sens tous les jours. Alors, voici l'intérieur de ce château. Je me suis vraiment désolé pour les couleurs, parce que sur mon écran, c'est meilleur. Mais voici donc quelques vues de cet intérieur, différents salons, la chapelle, une chambre à coucher, la salle à manger, avec son dressoir médiéval, et le salon bleu. De nouveau, la totalité a été conçue ici par Béthune, pour une famille qui vit ce rêve chevaleresque d'Ancien Régime. Ce sont des gens qui sont hors du temps et de l'espace, qui sont du XIXe siècle, qui sont de très gros propriétaires fonciers à Bruges, mais qui sont toujours dans un rêve d'une société qui ne changerait pas, un peu comme Bruges est une ville qui ne change pas, ou qui a changé un peu plus tard. Néanmoins, c'est intéressant aussi de se rendre compte que c'est dans ce château-là qu'a été éduqué le fameux Don van Kaloen, qui va fonder l'abbaye de Lopem un peu plus loin, et qui va être un des grands artisans qui va être moine à Maretsu, et qui va ensuite être un des grands artisans de la diffusion du néogothique jusqu'au Congo et au Brésil. Autre projet démarré avec Pugin, c'est la basilique de Dardizeel. Dardizeel est un village à mi-chemin entre Ypres et Courtrai, donc ça n'est pas très loin d'ici. Et l'évêque de Bruges de l'époque, qui s'appelait Monseigneur Malou, le frère du directeur de la Société Générale de Belgique, et qui était un ultramontain, il lui manquait un pèlerinage marial dans son diocèse. Et c'est ainsi qu'est né le pèlerinage de Dardizeel, dont vous avez ici le projet de Pugin, très anglais, avec une tour à la croisée, avec cette architecture en briques et cette polychromie de la brique, comme on trouve dans quantité d'églises en Angleterre. Et la voilà, telle que restaurée après la Première Guerre mondiale, notamment la flèche, une flèche en métal, et une vue intérieure. Donc ceci sont les deux chantiers majeurs qui sont en fait le chaînon entre Pugin et Béthune, chaînon qui va se poursuivre ensuite vers les écoles Saint-Luc. Et nous voyons ainsi que Béthune touche à toutes les typologies. Il est avant tout un dessinateur. Il est un dessinateur extraordinairement talentueux. Et en tant que dessinateur, il crée de l'orfèvrerie et il crée des vitraux. Ce sont ses deux arts de prédilection. Pour l'architecture, il s'associe à un architecte qui s'appelle Auguste Van As, qui lui fait les plans de fondation, qui fait les calculs des voûtes, etc. Il est évident que Van As est venu travailler ici. Bon, ça peut être prouvé par les archives, mais ils travaillaient ensemble, et c'est d'ailleurs Van As qui va devenir le premier professeur d'architecture à l'école Saint-Luc. Ceci est ainsi une petite église à Vive-Capelle, Notre-Dame de Vive-Capelle, c'est entre Dame et Bruges, donc au nord-est de Bruges, petite église médiévale, dont Béthune va repenser et refaire toute la décoration intérieure dans cet esprit d'une liturgie qui, elle aussi, est archéologiquement reconstituée. Parce que c'est bien de faire des intérieurs néogothiques, mais s'il n'y a pas une liturgie et un usage religieux qui effectivement ait besoin et qui répondent à ce type de mobilier, il est inutile de le faire. Donc il y a là aussi, au sein de la liturgie, et on trouve ça dans d'autres mouvements comme le Cameroun Society en Angleterre, etc., c'est un retour vers une liturgie qui soit authentique, qui soit vraie, et qui ait donc besoin aussi de cette mise en scène médiévale. Alors, ceci est tout à fait fascinant, c'est une église avec tout le mobilier, vous voyez même le chancel, les orgues, etc., un certain nombre de pièces qui avaient complètement disparu, et qui retrouvent ici leur raison d'exister. Vive-Capelle est un petit village, le petit village flamand, le village éternel d'une certaine manière, avec une église, mais également une cure, une école pour garçons, une école pour filles. Vous voyez ici quelques exemples de Pugin dans ses publications, et même la manière dont Béthune représente le village. C'est la même manière de représenter l'espace, ces axonométries vues du haut, comme si c'était le regard de Dieu, et bien entendu avec des rayons qui viennent du paradis d'en haut et qui irradient ces petits paradis terrestres. Il y a toujours cette idée de lien entre ciel et terre.
ou de lieu privilégié dans une société en mutation, parce que la société était en mutation à tout point de vue. Alors, de nouveau ici, le style est le style brugeois. Vous percevez la différence avec Pugin. Ici, on a ce système avec ces fameuses travées brugeoises qui, comme des grandes niches, entourent des fenêtres sur plusieurs niveaux. Nous en avons vu ce matin, notamment dans le couvent des Clarisses. Une des grandes réalisations de Béthune, qui est d'un autre ordre que ce que nous avons vu jusqu'à présent, est la création d'une abbaye bénédictine à Maretsou, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, pas très loin de Namur, sur un point haut, sur un site qui n'est pas un site d'Ancien Régime, donc c'est un site neuf, site mis à disposition par la famille Desclés, famille tournaisienne, mais active également dans cette région-ci, qui va d'ailleurs devenir famille Desclés de Maretsou. Alors, l'intérêt de ce document-ci est de voir, en quelque sorte, la fondation, la pose de la première pierre, où l'on voit Béthune ici avec les plans. On a bien entendu le pape, l'abbé, ce sont des moines de Beuron qui viennent fonder Maretsou. Et vous voyez également ici quelques zouaves pontificaux. Ça sont vraiment, vous avez là un portrait de famille de l'élite ultramontaine, archimasculine, faut-il le rappeler, d'une élite ultramontaine, c'est-à-dire des catholiques qui soutiennent le pape dans son combat d'autorité religieuse, mais également d'autorité politique au XIXe siècle, et qui vont certainement soutenir le pape après 1870, lorsqu'il perdra ses états pontificaux et deviendra le prisonnier du Vatican. Donc ce mot de ultramontain réfère en fait à au-delà des Alpes, au-delà des montagnes. C'est ça l'origine de ce mot. Et les ultramontains étaient en quelque sorte des radicaux qui soutenaient le pape, jusqu'à, y compris, envoyer des régiments de zouaves, parce qu'on recrutait des zouaves ici, en terre de Flandre notamment, pour aller se battre et défendre le pape. D'ailleurs, le ministre de la guerre du pape, puisque le pape avait un ministre de la guerre, n'était autre que Monseigneur de Mérode, d'origine belge, un militaire converti, qui n'a pas gagné beaucoup de batailles, mais enfin qui a joué son rôle avec certainement beaucoup de conviction, ou en tout cas avec la conviction d'un ultramontain. Alors au-dessus à droite, c'est Maretsou, une citadelle ultramontaine, bien entendu, non seulement un couvent, mais un couvent où on va former des missionnaires et un couvent doté d'une école, où on forme une élite de ces chevaliers qui vont reconquérir l'Occident, ou en tout cas y diffuser une vision chrétienne. Et ici, à gauche, vous avez deux planches de couvents idéaux dessinés par Pugin. Cherchez les 7 différences. Oui, vous direz, il n'y a pas de tour à la croisée de Maretsou, mais la tour était prévue. Vous voyez d'ailleurs là les massifs de fondation d'une grande tour de croisée qui n'a jamais été réalisée. Quelques vues rapidement, où on retrouve un certain nombre d'éléments de vocabulaire. Songez la galerie du cloître ici, comparée là avec celle des Clarisses. Également le système des triplés ici, qui est d'origine tournaisienne au XIIIe siècle, et puis qui est traduit en briques, et qu'on a vu également à Saint-Joseph, et que nous verrons tantôt en Chine. Donc il y a là un vocabulaire qui est mis au point, qui est standardisé, qui n'est pas du tout la grande architecture avec des remplages flamboyants ou avec des remplages, le rayonnant, que diffusera Viollet-le-Duc. Ici, on est vraiment dans une architecture beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste aussi, et qui a cette volonté d'authenticité par sa modestie. Quelques vues intérieures de l'église, qui évidemment est une grande sœur de Saint-Joseph. Évidemment, elle est plus ample par ses proportions, mais son vocabulaire est le même. C'est des églises avec des colonnes, il n'y a pas de piliers composés, il y a ces arcs en tiers-point, il y a vous voyez que le clair-étage aussi est une succession de petites fenêtres à rythme rapproché, et les voûtes sont des voûtes en bois, donc qui ne requièrent pas des structures lourdes et complexes. La différence par rapport à Saint-Joseph ici est la présence d'une voûte en bois. À la croisée à Saint-Joseph, elle est en pierre. Cette église-ci a perdu sa polychromie intérieure. C'est les changements liturgiques des années 60. La polychromie existe toujours, mais en dessous des badigeons. Et peut-être que quand les moines auront vendu beaucoup de bière et de fromage, ils auront assez d'argent pour tout remettre au jour. Ils ont commencé, ils ont ouvert certaines fenêtres à certains endroits, mais je ne suis pas certain que ce soit le meilleur investissement qu'ils puissent faire. Béthune était un dessinateur et il a conçu énormément d'objets et également de vitraux, comme à droite.
très typique avec ces personnages quasiment à la ligne claire d'Hergé, hein, quand on voit la manière dont les visages sont dessinés, et puis surtout ces grandes architectures très colorées qui sont typiques de son œuvre. La chapelle des Jésuites à Tronchienne, à Drongen, près de Gand, chef-d'œuvre total, où il a même imaginé, il a traduit les saints jésuites, qui sont des saints non médiévaux, il les a traduits dans le vocabulaire formel du Moyen-Âge. C'est assez amusant de voir des palmiers néogothiques et des petits nègres néogothiques dans les... Ah non, il y a toute une correspondance avec le directeur des Jésuites pour précisément développer cette iconographie, puisqu'il a dû innover. Alors, rapidement, puisque j'essaye de rester dans mon délai, ces épigones, ou c'est la première génération proche de Béthune, August Van As, que j'ai déjà évoqué, qui lui aussi qui lui n'est qu'un architecte, et va énormément, non seulement construire, mais également restaurer. On lui doit plus d'une centaine d'églises à Van As, qui sont extrêmement puginiennes. Il était fort proche de Pugin, comme vous pouvez le voir à droite sur l'abbaye de Maredré, et il a également restauré un certain nombre d'édifices dans la vallée de l'Escaut, édifices dits de style tournésien. À l'époque, on disait ça, donc on ne va pas le remettre en question ici. Et il appartient à cette génération de restaurateurs qui, parce qu'ils sont en contact avec les sources authentiques, c'est-à-dire les bâtiments du Moyen-Âge, eh bien, vont apprendre ce qu'est la vraie architecture du Moyen-Âge, qui va à son tour devenir un modèle pour la génération suivante. Donc cette notion de vérité se développe au contact des objets authentiques, et c'est pour ça que ces restaurations font l'objet de publications. Donc la publication est un élément essentiel dans la transmission de la connaissance, et donc de la vérité, d'une génération à l'autre, et participe au développement d'un style qui soit vrai et authentique. Ceci est une monographie sur la restauration de l'église Notre-Dame de Pamle à Audenarde, et vous retrouvez d'ailleurs ici ces fameuses fenêtres à triplés, dont les modèles sont explicitement du Moyen-Âge. Deux autres épigones de Béthune sont Florimond van de Poel et Arthur Verhagen. Arthur Verhagen va d'ailleurs reprendre l'atelier de vitrail de Béthune. Baron Verhagen, qui d'ailleurs va faire de la politique, et va être un ultramontain extrêmement engagé, et qui va assister Béthune dans cette grande œuvre qu'est la réalisation d'un nouveau béguinage à l'extérieur de Gand, Gand étant une ville libérale qui menait une politique anticlericale, et autour de Gand va se développer comme une couronne presque monastique un certain nombre de sites que les ultramontains vont développer, écoles, abbayes, colonies d'artistes, châteaux de familles ultramontaines, et même ce béguinage, pour montrer que si le noyau de la ville est anticlérical, eh bien, le plat pays qui est autour, la ruralité éternelle de la Flandre catholique, survit, et ceci en est un des éléments. L'idée aussi du béguinage comme modèle de vie religieuse urbaine dans des villes industrielles. Et il est d'ailleurs piquant de se rendre compte que ce béguinage, aujourd'hui, appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un des 13 béguinages flamands, premier classement thématique du patrimoine mondial en Belgique, donc des béguinages, et un de ces béguinages est du XIIIe siècle. Le petit château à droite, c'est bien dans la banlieue de Gand également, et de nouveau cet archétype du style brugeois. Un autre personnage clé est Joris Helleput, qui d'abord s'appelle Georges Helleput, et puis il va flamandiser son prénom, il va devenir Joris Helleput, ingénieur architecte ultramontain de Gand, qui va devenir professeur à Louvain et fonder la faculté d'ingénieur architecte à l'université de Louvain, et puis ensuite va embrasser la carrière politique et devenir ministre notamment des Travaux publics. Il va être ministre pendant plus de 20 ans, et il est le fondateur du Boerenbond, qui est cette gilde, cette coopérative sur modèle médiéval de paysans ou de vie rurale. Donc c'est un personnage absolument clé qui, lorsqu'il va être ministre, il va être vice-président de la commission des monuments également, va lancer ou attribuer toutes les réalisations des grandes commandes publiques à des architectes saint-luchistes.
Donc c'est un personnage particulièrement important. Ce sont des bâtiments construits à Louvain, le séminaire Léon XIII, le nom du séminaire est explicite, il est très romain, il ne peut pas être plus romain. Ceci est un autre collège à Louvain, où vous voyez de nouveau cette architecture distinguer Béthune de Elput est quasiment impossible. Et ces personnes vont ensemble mettre en place en 1862 un certain nombre d'institutions qui vont visant à développer ce mouvement. Il y a d'une part une école et d'autre part une gilde ou une confrérie en quelque sorte, la gilde de Saint Thomas et de Saint Luc, qui regroupe des artistes, des ecclésiastiques et toute personne amateur d'art médiéval, mais à condition d'être ultramontain bien entendu, et ces gens ensemble partagent une passion et vont visiter un certain nombre de sites pour s'en inspirer et publient une revue, et dans le bulletin de la Gilde, dans laquelle sont publiés notamment de nombreux modèles. Alors l'école de Gand, fondée en 1862, va essaimer à Tournai, à Liège, à Scarbeck, à Saint-Gilles, et va développer là un enseignement d'art appliqué et d'architecture dans tous les domaines des arts, mais c'est bien l'architecture qui est au centre, comme cette miniature de Saint-Luc à Bruxelles l'exprime de manière très belle, avec sous cette devise « Aimez-vous les uns les autres », qui montre aussi l'idée d'une corporation de gens qui travaillent ensemble à un projet commun, et où vous voyez que c'est bien l'architecte, le seul à porter un chapeau et un costume, qui est au centre. C'est donc l'architecte qui, comme Béthune, crée, et tous les autres sont à son service, ou au service de cette œuvre quasiment anonyme, qui doit avoir cette unité de vision au service d'une vision du monde et d'un projet commun. À droite, vous avez une vue du bâtiment tel qu'il existe encore aujourd'hui et qui a été classé. Alors, cette école était fondée sur un enseignement du dessin. De nouveau, on voit l'importance du dessin, y compris comme dans l'œuvre de Béthune, mais aussi d'un dessin qui était fondé sur une méthode développée par les frères des écoles chrétiennes qui géraient cette école et qui était basée sur le contact direct avec les sources authentiques du Moyen-Âge. Alors, voilà, des étudiants de Saint-Luc faisant des relevés de remplage, et donc toujours ce contact avec les sources. Et ici, vous avez quelques exemples de ces nombreuses publications dans le style de Saint-Luc, dans l'esprit de Saint-Luc, avec les modèles de Saint-Luc. Les plus célèbres sont le bulletin des métiers d'art et bien entendu la fameuse revue de l'art chrétien, publiée par Louis Cloquet à Paris et Desclés de Brouwer, ainsi que ensuite toutes sortes de modèles, des modèles gradués pour servir d'exercice préparatoire à l'étude du dessin à main levée, recueil des modèles artistiques du Moyen-Âge, menuiserie et serronnerie, modèles du XVe et du XVIe. C'est donc tout un corpus de modèles qui étaient étudiés, ces étudiants étaient drillés, ils pouvaient les dessiner à la main levée mais les yeux fermés aussi, et tout cela dans une perspective qui n'était absolument pas Viollet-le-Ducienne, mais qui était clairement Pugin, Béthune, École Saint-Luc. Alors, voilà ce que ça donne. Ça nous donne des ateliers. Si vous ne saviez pas que la photo n'existait pas au Moyen-Âge, vous me croirez volontiers que ceci sont des photos qui auraient pu être prises au XIVe ou au XVe siècle. Regardez l'atelier de menuiserie ici, où même l'œil de Dieu contrôle le travail de ses élèves. Et de nombreux des cours étaient donnés en cours du soir à de très jeunes élèves qui avaient 14, 15, 16 ans et qui, le jour, travaillaient dans ces ateliers auprès des grands maîtres. Et c'est ainsi que une quantité incroyable d'artisans, ce n'est pas des artistes, c'est vraiment dans l'esprit de l'artisanat, ont été formés et ont été capables de réaliser dans des temps assez brefs des ensembles comme celui que nous avons vu ce matin, qui est un ensemble évidemment où en heures de travail on ne les compte pas, c'est gigantesque le nombre d'heures de travail, d'où le problème pour la restauration, mais à l'époque le know-how, la connaissance, elle était développée dans ces écoles. Ceci sont des photos absolument magnifiques où chaque fois le créateur se trouve au centre, on est vraiment dans l'idée d'une corporation médiévale, c'est un esprit médiéval où d'ailleurs également le travail est une forme de prière. Donc on est là dans quelque chose qui est particulièrement difficile à comprendre aujourd'hui. J'ai presque fini. Alors, ce mouvement des écoles Saint-Luc est un mouvement qui va, je l'ai dit, se diffuser surtout à partir de 1884, ces décennies de majorité absolue catholique, et cette vision du monde
d'un gouvernement catholique dans lequel siègent les ultramontains, qui veulent montrer que cette Belgique est un monde pays particulièrement industrialisé, est un monde où finalement cette architecture, une certaine forme de christianisme est possible dans une société industrielle. Et comme je le disais d'entrée, ce paradigme national, gothique et chrétien va être celui diffusé par ces gouvernements successifs. Ceci est le premier hôtel de ville officiellement construit en Belgique donc, par un architecte des écoles Saint-Luc en 1875. Vous le mettez à côté de la planche hôtel de ville de Pugin, il n'y a pas de différence. Donc on est vraiment là dans une reproduction quasiment parfaite. Ceci sont des noyaux de nouveaux quartiers où vous avez l'église, la cure, l'école, la trilogie qui entre parfaitement dans le contexte de ce combat des guerres scolaires qui ont été très violentes en Belgique avant 1884. Et alors, il y a, cerise sur le gâteau, ce grand projet de Léopold II qui consistait à construire une basilique du Sacré-Cœur à Bruxelles. Comme vous savez, Léopold II allait volontiers à Paris, peut-être même dans ces quartiers-là, mais pour d'autres raisons. Mais il lui fallait aussi un grand monument sur une des grandes perspectives de Bruxelles. Et ce monument a été conçu par un de ces architectes saint-luchistes, Pierre Lameroc, qui réalise ici, qui n'a pas réalisé, mais qui a en fait conçu une grande cathédrale à cette tour, tournée vers l'est, donc pas orientée, mais comme un espèce de pendant chrétien au palais de justice laïque sur l'autre but de Bruxelles. Alors, dès la mort de Léopold II, en 1909, ce chantier est interrompu, donc il ne dépasse pas les fondations, et après la guerre, il sera relancé par le cardinal Mercier, mais sur la base d'un autre projet plus moderne et de style art déco, et une église avec coupole. Je termine par cette image-ci qu'on a déjà avancée. Donc j'ai une étudiante chinoise, j'aurais pu amener aujourd'hui d'ailleurs, mais une étudiante chinoise qui fait un doctorat sur l'architecture construite par des scotistes, qui sont des missionnaires flamands de la congrégation de l'Immaculée Cœur de Marie, qui avait en fait plusieurs vicariats apostoliques en Mongolie intérieure, donc Chine actuelle, pas la Mongolie actuelle, mais la Mongolie intérieure. Et après 1900, cette fameuse révolte des Boxers qui a donné lieu à des destructions massives d'églises en Chine, il a fallu reconstruire. Et un de ces missionnaires, il avait appris l'architecture aux écoles Saint-Luc, 25 ans plus tôt. Et il était devenu missionnaire et n'avait plus jamais construit. Et là, il a eu l'occasion de construire. Et il s'est souvenu de tous ces modèles, puisqu'il a eu Béthune comme professeur, et c'est de manière assez anachronique, 30 ou 40 ans plus tard, qu'il va réaliser à l'autre bout du monde une architecture extrêmement proche de ce qu'il avait vu à l'époque à Maretsu, probablement ici, notamment cette église-ci de Xuanhua, dans la province du Hebei, actuellement une cathédrale construite pour les lazaristes, donc construite pour une congrégation française, est extrêmement proche de l'église Saint-Joseph que nous avons vue ce matin, en tout cas par son concept, pas par sa décoration, parce qu'évidemment, il n'était pas possible d'avoir cette main-d'œuvre qualifiée formée aux écoles Saint-Luc à l'autre bout du monde. Mais ceci nous montre aussi qu'on a là une diffusion d'un modèle très particulier qui est lié à une idéologie très forte et à un pays particulier, la Belgique, et qui va se diffuser soit par les missions, puisque des architectes saint-luchistes vont également construire au Congo, mais également par ces missions en terre de migration dans le nord de la France. Nous avons vu 2 exemples ce matin, et j'évoquais à table également cette église Notre-Dame des Flamands, malheureusement détruite, construite par l'architecte Vragen à Paris. Donc on a là la diffusion de ce paradigme dans une vision qui va être définitivement interrompue par la Première Guerre mondiale. D'abord la mort de Béthune en 1993, et puis surtout la Première Guerre mondiale qui met un point final à ce projet.